Je venais à peine de tirer ma chaise quand le talon de Rebecca l'a violemment repoussée, la faisant glisser sous moi. Va dans la cuisine, a-t-elle lâché. Les enfants adoptés ne mangent pas avec la vraie famille. Les fourchettes se sont figées. Puis les rires ont éclaté. Dur. Cruel. Résonnant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je suis juste allée chercher mon sac, j'ai sorti l'enveloppe épaisse que je cachais depuis des semaines, et je l'ai posée au milieu de la table. Papa et maman m'ont laissé ça, ai-je dit calmement. Appelez vos avocats. On termine ça demain. Et à ce moment précis, quand tous les sourires se sont éteints dans la pièce, ce n'était même pas le vrai commencement. Bonjour. Je m'appelle Leila Moreau. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai essayé de me convaincre que le fait d'être l'enfant adopté de la famille Moreau n'avait aucune importance. Henri et Myriam, mes parents, ne m'ont jamais fait sentir différente. Mais leurs 3 enfants biologiques, Rebecca, Étienne et Nathalie, eux, ont tout fait pour que je n'oublie jamais où, selon eux, était ma place. En grandissant, les piqûres étaient discrètes, mais constantes. Lors des photos de famille, Rebecca, l'aînée, se positionnait toujours de sorte que je rentre à peine dans le cadre. Étienne, mon frère, riait et disait des choses comme « T'en fais pas, Leila. C'est pas comme si quelqu'un allait remarquer que t'es pas vraiment des nôtres. » Nathalie, ma sœur du milieu, avait perfectionné ce sourire doux et condescendant, celui qu'on utilise pour être cruel tout en faisant semblant d'être gentil. Et à chaque fois, maman me prenait à part après coup, me tenait le visage entre ses mains et me murmurait « Tu es notre fille. » À tous les niveaux qui comptent. Papa me décoiffait avec tendresse, m'aidait pour mes devoirs, assistait à chaque récital, chaque cérémonie scolaire, comme si j'étais le centre de son univers. Leur amour était vrai. Solide. C'était la seule chose qui me donnait vraiment l'impression d'avoir ma place dans cette maison. Puis sont venus les 6 mois qui m'ont brisé. Quand maman et papa sont tombés malades, j'ai emménagé chez eux sans hésiter. J'ai dormi sur des chaises d'hôpital inconfortables, signé des piles de papier pour les traitements et les factures, discuté avec les médecins, pendant que mes frères et sœurs envoyaient des textos tièdes. Adrien, mon mari, s'occupait d'Ava et Maël à la maison. Il me disait « Fais ce que tu dois faire. Je gère. Je ne l'oublierai jamais. » Pendant ce temps, Étienne disait qu'il ne pouvait pas prendre de risques à cause de son boulot à la banque. Nathalie affirmait que les jumeaux avaient besoin d'elle. Rebecca disait qu'elle ne supportait pas de les voir dans cet état. Alors c'était moi. Juste moi. Chaque jour. Je coiffais maman quand elle ne pouvait plus lever les bras. Je murmurais à papa que tout irait bien, même quand je savais que non. Je leur tenais la main quand ils sont partis, à quelques jours d'intervalle. Et après les funérailles, où mes frères et sœurs ont soudainement endossé le rôle d'enfants aimants, ils ont fait une annonce. Rebecca, droite comme un piquet, voix parfaite et ton glacé, a dit qu'elle voulait organiser un dîner en hommage à nos parents. Elle a même réparti les rôles. Leila, tu t'occupes de la cuisine. Tu as toujours été la meilleure pour les recettes de maman. Étienne a hoché la tête comme en réunion de travail. Nathalie a ajouté. Et tu pourrais ramener ces petits pains de la boulangerie près de chez toi. Maman les adorait. J'aurais dû voir le piège. Les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. La façon dont il me traitait comme une aide ménagère, pas comme une sœur. Les regards fuyants quand je demandais à quoi servait vraiment ce dîner. Mais le deuil fait espérer ce qu'il ne faut pas. J'ai passé 3 jours à cuisiner les plats préférés de maman, à choisir une bonne bouteille de vin hors budget. J'ai mis la robe qu'elle disait toujours flatteuse. Je me suis dit, peut-être que ce dîner nous réunira. Peut-être que la perte apaisera les vieilles blessures. Mais en entrant dans la maison de Rebecca ce soir-là, magnifique, impeccable, glaciale, j'ai senti une tension dans l'air. Quelque chose avait changé. Une politesse tendue, un accueil trop lisse. Je n'étais pas une invitée. J'étais la cible. En avançant dans l'entrée, j'ai senti ce silence bizarre, comme quand on interrompt une conversation sur vous. La table était déjà dressée avec la vieille vaisselle de maman. Celle que Rebecca avait exigé de garder après l'enterrement, pour des raisons sentimentales, alors qu'elle ne leur avait quasiment pas rendu visite. Des bougies vacillaient. Une musique douce flottait dans l'air. Tout était parfait. Trop parfait. Leila, tu es en avance, dit Rebecca en lissant son chemisier en s'approchant. Son sourire était tiré. Trop bien répété. Je voulais aider à préparer, ai-je répondu. Tu en as déjà fait bien assez, lança-t-elle, en jetant un coup d'œil au plat dans mes mains. Pose tout dans la cuisine. On s'occupe du reste. Oh. Pas toi. Pas la famille. En passant près de la salle à manger, j'ai saisi des bribes de conversation. Des voix basses.
Coupé net. Celle d'Étienne, puis Nathalie. Puis un silence si lourd qu'on pouvait presque le toucher. Et quand ils sont réapparus du couloir quelques secondes plus tard, leur visage était trop détendu. Trop contrôlé. Quelque chose clochait. Je revoyais sans cesse mon arrivée. Étienne à peine un regard, aussitôt détourné. Nathalie jouant nerveusement avec son bracelet. Le regard de Rebecca vers ses frères et sœurs, comme si elle vérifiait silencieusement s'ils étaient prêts. Prêts pourquoi? Dans la cuisine, en déballant les plats que j'avais passé des heures à préparer, une vieille douleur est revenue. Cette même douleur que j'avais ressentie toute mon enfance, debout derrière des portes fermées, entendant des rires dans des pièces où je n'étais pas invitée. Voyant passer en ligne des photos de fêtes où je n'étais pas découvrant que les traditions familiales se perpétuaient, sans l'adopter. Parfois, l'exclusion est si subtile qu'on doute de sa propre mémoire. D'autres fois, elle vous regarde droit dans les yeux, avec un sourire en coin. Alors que je dressais le rôti aux pommes et à la cannelle de maman sur un plat, un souvenir m'a submergé. Tellement vif que j'en sentais presque l'odeur. J'avais 11 ans. Je tenais une assiette de biscuits que j'avais cuisinée toute seule. Rebecca, Étienne et Nathalie étaient sur la terrasse, profitant d'un soir d'été. Je leur ai demandé s'ils en voulaient un. Ils se sont regardés. Rebecca a dit « Bien sûr. » Mais quand je suis repartie, je l'ai entendu chuchoter. « Elle en fait trop. » Ils ont ri. Comme ce soir. Exactement pareil. De retour dans le présent, j'ai regardé l'horloge. 15 minutes avant le dîner. J'ai lissé ma robe, pris une inspiration, et je suis retournée au salon. Rebecca et Nathalie parlaient à voix basse près de la fenêtre. Dès qu'elles m'ont vue, leur conversation s'est éteinte. Étienne ajustait ses manches, évitant mon regard, comme si la culpabilité lui pesait sur les épaules. J'ai tenté de briser la tension. J'ai aussi apporté la tarte aux pommes de maman. Celle qu'elle m'a apprise. Le sourire de Rebecca m'a coupé net. Parfait. Tu pourras la servir plus tard. Servir. Pas partager. Servir. Le mot a claqué. Le ton. Le langage corporel. Leur fausse politesse. Tout sonnait comme une mise en scène. Comme s'ils attendaient juste le bon moment pour lancer ce qu'ils tramaient. Ava et Maël n'étaient pas là pour me distraire de leur rire. Adrien n'était pas là pour me serrer la main et me dire que tout irait bien. Juste moi. Seule. Entourée de gens passés maîtres dans l'art de me faire sentir étrangère, sans jamais le dire. Je me suis rappelé pourquoi j'étais venue. Parce que je voulais croire à la famille. Parce que je voulais croire que le deuil pouvait attendrir la cruauté. Parce que j'avais tout donné pendant 6 mois pour que papa et maman vivent leurs derniers jours dans la dignité. Et peut-être, juste peut-être, que ça comptait pour eux aussi. Mais en m'asseyant, doucement, discrètement, j'ai vu Rebecca m'observer. Pas comme une sœur. Comme quelqu'un qui vérifie si son piège est bien en place. Et là, j'ai compris. Ce qui arrivait n'avait rien de bienveillant. Le dîner a commencé comme commencent les catastrophes, calmement, poliment, dans le déni. Rebecca a pris la place de maman en bout de table. Même posture, même suffisance en repliant sa serviette. Étienne servait le vin comme s'il animait un cocktail d'entreprise. Nathalie n'arrêtait pas de lisser sa robe, attendant visiblement un signal. Moi, j'étais tout au bout. À la place qu'ils avaient laissée vacante après s'être tous installés. J'ai essayé d'ignorer. De respirer. Les 10 premières minutes ont été anodines. Étienne a parlé boulot. Nathalie de ses jumeaux. Rebecca a évoqué le jardin de maman, oubliant opportunément qu'elle ne l'avait jamais arrosé une seule fois. Rien ne sonnait vrai. Les sourires semblaient tirés. Les souvenirs, répétés. J'ai sorti les plats que j'avais mis des jours à préparer. Tous les préférés de maman. Rebecca a tapoté dans ses mains. Parfait, Leila. Tu peux commencer à servir. Servir. Encore. J'ai ravalé la douleur, bien sûr. En faisant le tour de la table, j'ai remarqué que personne ne bougeait. Aucune chaise déplacée. Aucun geste pour aider. Je posais les assiettes pendant qu'ils discutaient entre eux, comme si j'étais du personnel. Comme si ce dîner ne devait pas honorer les 2 seules personnes qui m'avaient aimé sans condition. À mi-repas, Étienne a raclé sa gorge avec ce ton condescendant qu'il avait déjà au lycée. Puisqu'on est tous là, on devrait parler de la maison. Rebecca a hoché la tête. Et des bijoux de maman. Il y a des pièces de valeur. Il faudrait s'organiser. Nathalie a ajouté. Et les placements. Ce serait mieux qu'ils restent dans la lignée. Ma fourchette s'est figée en l'air. La lignée? Il l'avait dit sans gêne. Sans hésitation. Comme un fait.
Comme une évidence biologique. Rebecca s'est penchée, un sourire mielleux aux lèvres. On veut juste être pratique, Leila. Tu comprends, j'en suis sûre. J'ai compris beaucoup de choses à cet instant. Que les sourires étaient un appât. Les banalités, une mise en scène. Le dîner, un théâtre. J'ai reposé ma fourchette. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Nathalie a pris une inspiration, adoptant sa voix faussement compatissante. On sait que papa et maman t'aimaient, Leila. Mais légalement, l'héritage revient aux enfants biologiques. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Famille? Étienne a ajouté. On ne te met pas de côté. On dit juste que la majorité doit aller, là où elle a sa place. Sa place? La pièce a basculé. Et en moi, le dernier espoir tendre s'est brisé net. Vous êtes sérieux? Ai-je murmuré. Rebecca a penché la tête, ce petit sourire cruel d'enfance refaisant surface. Ne sois pas dramatique. Tu peux garder des choses sentimentales. Une photo ou deux. Mais la maison, les comptes. C'est juste équitable. Et là, quelque chose en moi est devenu très calme. Un silence si précis qu'il ressemblait à de la lucidité. J'ai reculé ma chaise doucement. Étienne a haussé un sourcil surpris. Nathalie a pincé les lèvres. Le sourire de Rebecca a vacillé, juste un peu. Je me suis levée. Je suis allée vers la cuisine. Ils ont probablement cru que j'allais pleurer. Fuir. Disparaître comme ils m'avaient si souvent appris à le faire. Mais non. J'ai ouvert mon sac. J'ai glissé la main à l'intérieur. Mes doigts se sont refermés sur l'enveloppe épaisse, celle que maman m'avait confiée quelques jours avant de tomber dans le coma. Celle que papa avait signée, la main tremblante. Celle que je gardais depuis des semaines, en attendant qu'il me montre exactement qui ils étaient vraiment. Je me suis retournée, puis je suis revenue dans la salle à manger avec un calme, que je ne me connaissais pas. Rebecca a froncé les sourcils. Leila, où est-ce que tu? Je n'ai pas répondu. Je me suis avancée jusqu'au centre de la table, juste là où trônait la vaisselle précieuse de maman. Et j'ai posé l'enveloppe. Doucement. Précisément. Le ploc sec a coupé la pièce en deux. Qu'est-ce que c'est? A demandé Étienne, la voix tendue. Je les ai regardés un par un dans les yeux. Papa et maman m'ont laissé cette lettre, ai-je dit. Appelez vos avocats. On se retrouve demain. Silence. Plus personne ne respirait. Et puis, c'est arrivé. Ce que j'attendais sans le savoir. La panique. Brute. Visible. Savoureuse. Le visage d'Étienne a blêmi. Nathalie a resserré ses doigts autour de son verre comme si elle allait le lâcher. Le sourire de Rebecca s'est figé. Puis s'est fissuré. Leila, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis légèrement penchée. Ce que vous m'avez poussé à faire. Et sans un mot de plus, j'ai pris mon sac et j'ai quitté la maison. Les laissant là, figés comme de la fumée après un feu, que j'avais enfin allumé. Le lendemain matin, la ville me paraissait trop lumineuse. Étrangement sereine, comparée à ce que j'avais en tête. Je n'avais presque pas dormi. Je rejouais la scène encore et encore, leurs rires, leurs mots, l'enveloppe tombant sur la porcelaine, et leurs visages qui se vidaient de toutes couleurs. Adrien me conduisait au cabinet d'avocat, sa main posée sur la mienne tout le long. Tu ne leur dois rien, souffla-t-il. Je sais. Mais une part de moi, cette part douce, têtue, aurait aimé qu'ils choisissent autrement. Le cabinet se trouvait dans une rue calme du centre-ville. Grande fenêtre. Soleil du matin. En entrant, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était le moment. Celui que mes parents avaient anticipé. Celui que mes frères et sœurs faisaient semblant de croire impossible. La secrétaire nous a conduits dans une longue salle de réunion. Table en bois foncé. Chaises en cuir. Murs tapissés de diplômes. Et déjà assis là, comme s'ils possédaient les lieux, Rebecca, Étienne et Nathalie. Clara, la femme d'Étienne, avocate d'affaires redoutée, était à ses côtés, tailleur qui devait valoir plus que ma voiture. Éric, le mari de Nathalie, avait devant lui une pile de tableaux financiers, tapotant son stylo nerveusement. Rebecca, elle, était seule. Mains jointes. Articulation blanchie. Aucun d'eux ne m'a regardé. Quelques instants plus tard, maître Arthur Séverin est entré. L'avocat de mes parents depuis plus de 20 ans. Cheveux gris. Voix calme. Regard qui perce les mensonges. Il a salué Adrien, puis s'est tourné vers moi. Leila, votre mère et votre père ont parlé de vous avec beaucoup d'amour, surtout à la fin. Ces mots m'ont touché comme une main chaude entre les omoplates. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Il s'est assis en bout de table, a ouvert un large dossier. Le silence s'est abattu.
Nous sommes ici pour lire le testament de Henri et Myriam Moreau. Rebecca s'est redressée. Étienne a croisé les mains. Nathalie a mordu sa lèvre. Maître Séverin les a regardés longuement. Je crois comprendre que Leila a présenté une lettre hier soir. Avant de commencer, je souhaite clarifier un point. Il a sorti un document scellé. Vos parents ont rédigé plusieurs lettres privées avant leur décès. Celle que Leila a apportée est authentique et conforme aux modifications qu'ils ont effectuées il y a 8 mois. 8 mois. Juste quand leur santé a commencé à décliner. Rebecca a été la première à parler, la voix raide. Maître Séverin, nos parents ne nous auraient jamais exclus. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a aucune erreur, a-t-il répondu simplement. Il a ouvert le testament. L'intégralité de la succession Moreau, maison, économie, investissement, biens et assurances, est léguée à leur fille, Leila Moreau. Le silence. Total. Même le souffle de la climatisation semblait s'être arrêté. Séverin poursuivait la lecture du langage juridique, mais moi, je ne sentais que le choc. Ce basculement soudain quand tous les regards se sont tournés vers moi. Pas avec tendresse. Ni compassion. Mais avec une stupéfaction si intense, qu'elle frôlait la haine. Étienne a été le premier à craquer. C'est absurde, lâcha-t-il. Nous sommes leurs enfants. Leurs enfants biologiques. Ils n'auraient jamais tout laissé à. Il s'est interrompu. Mais le mot restait là, suspendu. À elle. L'adopter. Clara s'est penchée. Nous aimerions consulter les dossiers médicaux. Il est possible qu'il y ait eu affaiblissement mental. Séverin a levé la main. Henri et Myriam ont été évalués par 2 médecins. Tous 2 reconnus lucides. La voix de Rebecca s'est brisée. Non, non. Il n'aurait pas fait ça. Il nous aimait. Il vous aimait tous, dit doucement Maître Séverin. Mais ils m'ont confié quelque chose de très précis. Puis-je le lire? Il m'a regardé. J'ai acquiescé. Il a lu une note manuscrite du dossier. Nos enfants ont grandi, chacun dans sa vie. Mais Leila est celle qui ne nous a jamais quittés. Pas par devoir, mais par amour. Elle s'est occupée de nous quand personne d'autre ne l'a fait. Nous voulons lui offrir la sécurité qu'elle nous a toujours donnée. Nathalie a enfoui sa tête dans ses mains. Étienne a soufflé bruyamment. Donc quoi? Elle les a gardés quelques mois et elle rafle tout? C'est n'importe quoi. Quelque chose s'est endurci en moi. Une chaleur sourde et puissante a commencé à pulser. 6 mois, ai-je dit calmement. 6 mois d'hôpitaux, de paperasse, de nuit sur des chaises dures. Et vous? Vous étiez où? Aucun d'eux n'a répondu. Maître Séverin a continué. Vos parents ont également ajouté une clause en cas de contestation du testament. Étienne s'est penché inquiet. Quelle clause? Toute personne qui tente de contester ce testament perd tout droit aux souvenirs de famille, photos, objets, héritages affectifs, effets personnels ou tout bien sentimental. Sinon, tout sera donné. La panique a été immédiate. Rebecca a retenu son souffle. Ils allaient perdre la bague de maman, les médailles de papa. Si une contestation est déposée, confirma Maître Séverin. Nathalie m'a fixé, les yeux rouges. Leila, tu ne laisserais pas faire ça, pas vrai? On a grandi ensemble. On a grandi ensemble? Ai-je répété. Parce que mes souvenirs d'enfance avec vous ne ressemblent pas du tout aux vôtres. Étienne a frappé la table. Tu peux pas nous écarter. C'est notre héritage. Héritage? Ai-je dit, la voix toujours calme. Vous n'étiez jamais là. Pas une seule fois. Vous aviez tous une excuse, pendant que je les regardais s'éteindre jour après jour. Éric a pris la parole, doucement, presque désolé. On traverse des difficultés, le prêt immobilier. J'ai secoué la tête. Ne me faites pas porter ça. Clara s'est penchée, le ton tranchant. Légalement, on peut encore plaider l'influence indue. Les circonstances. Clac. Séverin a refermé le dossier. Vous ne pouvez pas invoquer l'influence indue quand la bénéficiaire n'était même pas présente lors des modifications. Leila n'était même pas dans le bâtiment ce jour-là. Le choc sur leur visage. C'est là que le rapport de force s'est inversé. Rebecca a murmuré. Donc c'est vraiment fini. Non, ai-je répondu. Cette partie-là est finie. La suite, c'est à vous de voir. Nathalie semblait désespérée. Qu'est-ce que tu veux de nous? J'y ai vraiment réfléchi. Aux moqueries. À l'exclusion. À ces années à être traitée comme une invitée, jamais une fille. À leur rire la veille. Leur plaisir à m'humilier. Ce que je voulais était simple. Je veux la paix, ai-je dit enfin. Mais je ne renégocierai pas les volontés de mes parents. Ils ont fait leur choix.
Et vous aussi. Étienne s'est levé brusquement. Très bien. On verra si on a un levier juridique. Séverin l'a interrompu. Une dernière chose. Vos parents ont laissé un message privé pour Leïla. Il m'a tendu une petite enveloppe. Je l'ai ouverte lentement. Une seule ligne, de la main de maman. Tu as toujours été des nôtres. Laisse-nous à notre tour prendre soin de toi comme tu l'as fait pour nous. Ma gorge s'est nouée. Ma vue s'est brouillée. Pour la première fois depuis leur départ, j'ai senti tout l'amour qu'ils me laissaient. Pas un fardeau. Un cadeau. Quand j'ai levé les yeux, mes frères et sœurs me regardaient. Avec un mélange de rancune, de regret, et peut-être d'un peu de peur. Je me suis levée. J'ai fini ici. Je me suis dirigée vers la porte. La main sur la poignée. Derrière moi, la voix de Rebecca a tremblé. Leïla, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêtée. Sans me retourner. Tu m'as dit d'aller dans la cuisine, ai-je soufflé. Mais j'en ai fini de manger les restes. Et j'ai quitté la pièce. Laissant derrière moi exactement l'endroit où il m'avait confiné toute ma vie. Adrien m'attendait dans la voiture. Quand j'ai refermé la portière, la tension dans ma poitrine s'est enfin relâchée. Il m'a simplement tendu la main. Ce seul geste m'a fait craquer. Je me suis blottie contre lui. Et j'ai laissé couler les larmes que je m'étais interdites devant eux. Ce soir-là, une fois Ava et Maël endormis, j'ai tout raconté à Adrien. Chaque ligne du testament. Chaque mot. Chaque regard. Chaque tentative de récupérer quelque chose. Il m'a écouté en silence. Puis il a dit. Il t'avait déjà perdu, bien avant l'héritage. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Étienne a appelé, menaçant. Nathalie est venue 2 fois pleurer devant ma porte. Rebecca a envoyé des fleurs, des cartes, de longs messages parlant de malentendus. Mais cette fois, j'ai tenu ma limite. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas excusée. Je ne me suis pas effacée. Je vous pardonne, ai-je dit à chacun. Mais, pardonner ne reconstruit pas ce que vous avez détruit. Quelques semaines plus tard, au supermarché, j'ai croisé Dana, l'assistante sociale qui avait soutenu mes parents à la fin. Elle m'a parlé de 2 petites filles. Sœurs. 4 et 3 ans. Qui avaient tout perdu. Et aucun proche pour les accueillir, ensemble. Quelque chose en moi s'est ouvert. 8 mois plus tard, Leïa et Élise sont arrivées à la maison. Et le tout premier soir, pendant que je les bordais, avalisais une histoire, Maël offrait son doudou préféré. J'ai compris. J'avais enfin construit la famille que j'avais toujours méritée. 1 an après ce fameux dîner, je me tenais sur le seuil de notre nouvelle maison. Je regardais les 4 enfants courir dans le jardin. Le rire clair d'Ava. Maël qui se prenait pour un super-héros. Leïa et Élise serrant des pissenlits comme des trésors. Adrien a glissé son bras autour de ma taille. C'est ça la vraie famille, a-t-il murmuré. Et il avait raison. Le sang ne m'a pas donné cette vie. L'amour l'a fait. Le choix. Le courage.